Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du ROG Phone de chez Asus. C'est le smartphone gamer de la marque. Alors, on est bien évidemment sur un Snapdragon 845. Néanmoins, tout ne se résume pas qu'à un processeur. Même pour la partie jeux vidéo, de toute façon, il n'y aura pas mieux. Le 855 étant légèrement mieux, mais on verra avec le Black Shark 2, ça ne veut pas forcément tout dire. Donc, ce qui fait que ce ROG Phone, qui d'ailleurs, donc je le dois aussi au Café du Geek, puisque c'est grâce à eux que j'ai pu l'avoir en test, et qui me permet un peu justement de tester un peu ces gammes gamer un peu particulières. Et vu que j'en ai déjà eu, autant continuer dans cette lignée pour voir un peu ce que vaut ce ROG Phone, et surtout qui est très différent quand même, je trouve, dans cette approche par rapport aux autres smartphones gamers. Là, c'est clairement assumé jusqu'au bout, et rien que déjà la finition ici avec cette partie en métal pour le côté Republic of Gamer, mais il y a aussi d'autres choses on en parlera. Ça, c'est une première chose. Il faut savoir que vous avez deux versions. Vous avez la version en 128 Go et la version en 512 Go. La version 128, c'est là où vous la retrouverez un peu partout dans le commerce, qui sera entre 810, on va dire, parce que j'ai pas vu moins, je crois, et 900 euros, en gros. Et vous avez aussi, si vous êtes intéressé par la version 512 Go, il faut savoir que c'est une exclusivité du shop d'Asus. Vous pouvez directement acheter dessus, et ce qui vous permet de l'avoir pour 900 euros. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, la boîte, ils sont allés vraiment au bout du truc. Et on a vraiment une boîte très particulière, comme on peut le voir. Donc c'est vraiment pas mal de ce point de vue-là. Donc ce qui fait que c'est très joli, ça fait une présentation assez premium, il faut le dire. Et vous avez d'inclus comme accessoire, parce que j'en ai parlé dans ma vidéo de prise en main, ce que je vous conseille de regarder, si vous êtes intéressé par notamment la manette et le deck pour streamer en fait l'appareil sur un écran. Donc déjà vous avez cette partie là, c'est le radiateur qui va permettre de refroidir l'appareil, et vous avez donc la manette ici, donc que j'ai montré en fin de prise en main aussi avec justement, donc c'est le Game Vice, et en fin de prise en main j'ai montré le Asus 8 Go Display Dock. Donc voilà, très exactement. Ce qui fait que voilà, si vous êtes intéressé, j'en ai fait on va dire c'est un test, clairement par rapport à la prise en main. C'est pour vous les présenter, pour que vous sachiez à quoi vous en tenir pour ces deux choses-là, mais c'est plutôt positif, même si je suis un petit peu plus mitigé concernant le 8 Go Dock, le 8 Go Dock Display, parce qu'il y a pas mal de petits soucis, notamment au niveau du son, mais ça après c'est encore une autre histoire. Pour terminer un petit peu avec ce Asus, il faut savoir qu'il y a encore plein d'autres accessoires, donc vous avez beaucoup de choix. Il reprend donc en gros la fiche technique d'un Asus Zenfone 5Z. Snapdragon 845, on a donc un double capteur photo, normal et très grand angle. Vous avez du jack qui est encore présent, vous avez de l'ASD, double haut-parleur, ça c'est la particularité du téléphone. Un écran LED, et surtout sa grande particularité, c'est l'un des premiers d'ailleurs en 90 Hz. Il faut savoir qu'il y avait déjà le Razer Phone 2 en LCD 120 Hz. Ici on est sur du 90 Hz mais en AMOLED. Et donc ce qui fait que c'est assez intéressant parce qu'il se confronte donc forcément au Black Shark 2 et au tout récent OnePlus 7 Pro. Qu'est-ce que ça donne réellement? Il y a pas mal de choses à dire, mais qu'est-ce que ça donne réellement? On va le voir tout de suite. Au niveau du design, donc là on est clairement sur un aspect gamer très très marqué. Là on est vraiment sur autre chose, et même par rapport à d'autres smartphones gamers, on est sur quelque chose qui est assez prononcé, très clairement. On sent l'identité de la partie ROG qui est mise en avant. Alors ça peut clairement diviser, soyons d'accord tout de suite. J'ai les poils de chat un peu partout. Mais ça peut clairement diviser parce que là on est clairement sur un design qui est à la fois très travaillé et en même temps... encore une fois, je vais le redire, je me répète, c'est une identité très très forte. Donc si vous êtes très fan de la gamme d'Asus sur la partie ROG, vous allez apprécier. Si vous êtes fan d'un design vraiment particulier, vraiment
différent, vous allez apprécier. Par contre, si vous voulez quelque chose qui soit passe-partout, c'est clairement pas ce design-là qui va faire discret. J'arrive. Donc, ce qui fait qu'on va commencer par le dos. Donc, on a ici la petite phrase, donc Republic of Gamer, puisque c'est Rogue. Vous avez ici le logo Republic of Gamer, avec aussi sa LED multicolore, que vous pouvez éteindre aussi. Là, je les laisse allumer, histoire de... Parce que bah, c'est bien, ça donne un petit peu de vie au téléphone, j'ai envie de dire. Vous avez le lecteur d'empreintes ici, vous avez la double caméra ici avec son flash. Vous avez ici quelque chose qui est purement et très simplement design. C'est une partie en métal, là où on a du verre ici. Ici, c'est une partie en métal, ça fait aussi partie du design des ROG. Et donc, pareil, on peut voir le lecteur d'empreintes qui est tout dans la largeur, donc c'est très particulier, mais ça va avec ce design, avec ces petits traits que l'on a ici. On peut voir aussi ce côté un peu cassé au niveau des angles qui donne un côté, je ne saurais pas comment dire ça, mais un design vraiment particulier en fait dans le détourage, parce qu'on n'a pas quelque chose qui est vraiment rond, on n'a pas quelque chose qui est vraiment carré, ça ressemble pas, c'est un rectangle qui est découpé à plusieurs endroits. C'est assez marrant et c'est original. Alors après, par contre, ça va être totalement subjectif sur le choix de si vous appréciez ou non. Vous avez au-dessus les deux antennes avec le micro ambiant qui est dans l'une des deux antennes, donc c'est assez discret. Vous avez sur le côté droit la touche Power et la touche Volume plus moins avec un autre micro ambiant. Vous avez en dessous le jack avec le port micro USB-C. On remarque d'ailleurs que le micro USB-C est sur le côté, il n'est pas centré. C'est une petite chose, mais aujourd'hui on a tellement l'habitude d'avoir quelque chose de centré qu'il est vrai que ne pas l'avoir, c'est assez particulier. La chose la plus particulière, c'est surtout ici, on se retrouve donc avec une double... une double sortie, et en fait c'est notamment, alors il doit y avoir peut-être d'autres accessoires compatibles, mais comme je ne les ai pas tous, je ne saurais pas vous dire, mais notamment ça va servir pour la partie radiateur. Je vous montrerai ça dans la partie surcouche quand je vais présenter un petit peu juste pour le radiateur. Le reste vous l'avez dans la prise en main, mais ça permet de faire ça, et donc vous conservez le jack, vous avez ça, vous pouvez mettre une manette en Bluetooth, là il détecte bien que c'est ça, vous pouvez mettre une manette en Bluetooth. Après, bon, le problème c'est que ça va bloquer là, mais par exemple, vous pouvez, je vous avoue, je sais pas, mais si vous allez l'utiliser pleinement, en fait, ce qui va être bien, c'est que vous allez avoir un ventilateur sur lequel reposer vos doigts, parce que quand il va être en pleine puissance, clairement, ça va faire beaucoup mal aux doigts, tellement c'est chaud. Ce n'est absolument pas français, mais on s'en fout. Donc, ce qui fait que ça va être la particularité, c'est qu'on a cette partie-là. Il faut savoir que dans la boîte, vous avez vous en avez plusieurs d'ailleurs, vous avez des petits capuchons en caoutchouc, on va dire, qui va permettre justement de boucher ces trous-là. Donc si vous ne les utilisez pas, vous pouvez mettre ça comme ça dans la main, en fait, parce que clairement, ça se ressent. Dans la main, on ressent le creux. C'est pas très agréable, premièrement. C'est pas... Surtout que ça tombe vraiment à pas vraiment au bon endroit, justement. Personnellement, ça ne m'a pas gêné plus que ça. Très honnêtement, ça se ressent. Pour ceux qui sont clairement fins et qui veulent le détail de l'ergonomie, ça va pas le faire. Mais encore une fois, vous avez ça, mais c'est en caoutchouc par contre, de ce que j'ai vu. Après, bon, c'est au choix. Vous avez la partie SIM ici, donc SIM ou SD. Voilà. Vous avez les doubles parleurs, et d'ailleurs, en particularité, justement, on peut voir On Lance Deezer qui est dans le côté très up ici, blanc, justement, hein, ce qui est très agréable pour montrer ça. C'est que le plus gros problème pour moi de ce design, c'est qu'il est imposant. On est sur du 6 pouces en termes de dalle, donc c'est pas énorme non plus. Quand on compare au Meizu 16e, clairement le Meizu 16e est beaucoup plus compact. Et ici on est sur quelque chose d'imposant. Ça s'explique un petit peu, mais je ne sais pas à quel point, parce qu'on peut le voir avec le Pixel 3, ou derrière moi d'ailleurs le Black Shark 2. On a des bezels, en fait, des bezels en haut et en bas qui sont assez importants. Le truc c'est que sur le Asus, ce n'est pas la seule chose, puisqu'il y a aussi sur les côtés, on peut le voir clairement que c'est assez épais aussi. Hein. Donc ce qui fait que ça, c'est une première chose. Vous avez aussi donc le double parleur qui est coloré aussi à la marque d'Asus, hein, qu'on peut le voir de la même couleur qu'ici, pour marquer les doubles parleurs. On y reviendra sur l'audio d'ailleurs, c'est pas inutile, c'est deux vrais haut-parleurs et c'est ça qui est intéressant. Et vous avez la petite caméra en façade pour les selfies. Hop, ici. Donc, ce qui fait que, en fait, dans les trois vrais gros points positifs qu'il y a à dire sur l'appareil, négatif, pardon, vous allez avoir ce côté encombrement qui va être clairement plus élevé que la moyenne, hein, clairement sur la plupart des smartphones. Avec le châssis que l'on a, on pourrait mettre un 6.4 pouces, hein, très clairement. 6.4 pouces, là on est sur du 18 neuvième, on peut très clairement caser un 6.4 pouces en 19 neuvième. Première chose. Deuxième chose, il est lourd. Je n'ai pas le poids exact,
mais il fait clairement plus de 200 grammes. Je pense qu'il doit faire 220 grammes d'ailleurs. Je vous avoue que je n'ai pas vérifié. Mais clairement, ça se ressent dans la main, il est lourd. Donc clairement, je pense que déjà ça ne va pas aider. Et à l'interne, ça n'a pas dû être optimisé au maximum. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est justement ce creux, même si on peut le boucher, il est présent et il tombe clairement. En tout cas, pour une utilisation à une ou deux mains, c'est très proche. En tout cas, clairement, moi qui l'utilise à une main, ça se ressent. Ça se ressent là, ça se ressent même là, en fait. Quand on va l'utiliser comme ça, non. Mais même comme ça, en fait, le pouce est clairement dessus. Donc c'est pour ça, au moins, il y a les protections, c'est toujours ça. Mais c'est pas terrible de ce point de vue-là. Après, ça permet le côté très polyvalent, côté gaming. Ce qui fait que déjà, voilà en termes de design ce que je peux dire. Après, le design, c'est clairement subjectif de ce point de vue-là. Vous allez apprécier ou non. J'ai fait d'ailleurs un petit sondage juste pour voir un petit peu ce que vous en pensiez. Beaucoup ont préféré le Black Shark 2 à celui-là, parce que le Black Shark 2 a cette idée où le design est très orienté quand même gaming, tout en gardant une approche smartphone. C'est ça qui est intéressant. Ici, on a ce côté très assumé et très voulu, c'est clairement voulu, d'avoir un smartphone purement gamer. Donc c'est vraiment pour les purement gamers, ils y sont allés jusqu'au bout, donc j'aime bien l'idée d'Asus. C'est ça qui est bien dans Asus, c'est quand ils essayent de faire des trucs divers et variés. Par exemple, je reprends l'exemple de ce que j'avais adoré comme smartphone chez Asus, c'était le Zenfone AR avec le Google Tango, où vous avez fait tout à fond, clairement, ils étaient allés au bout du truc et c'était super bien fait. Ici, c'est la même chose, ils sont allés au bout du truc et ils ont fait toute une tonne d'accessoires. On avait plusieurs youtubeurs avec justement des valises d'accessoires, pour vous dire des valises d'accessoires, qui est dans l'ensemble, je crois, à 1200 ou 1300 euros, avec la base à 900 euros, avec 300 euros d'accessoires derrière. C'est énorme, c'est vraiment énorme et c'est assez classe, je trouve. Même si ça se vend pas beaucoup, il y a un côté vitrine technologique et il y a un côté un peu waouh parce que ils se sont lâchés. Je trouve qu'ils se sont juste lâchés et rien que pour ça, je trouve ça génial. Qu'on aime ou pas, en fait, je trouve ça génial parce que juste cette partie-là. Enfin, moi, je suis ultra fan du fait qu'ils aient intégré ça, qui est clairement pas fait pour un smartphone du tout, mais qui s'intègre super bien en fait et qui donne une réelle énorme identité au smartphone. Voilà un petit peu en tout cas pour ce design où clairement, vous voyez, je suis fan, mais du travail en lui-même, pas forcément du design qui est, je trouve, un peu particulier quand même, mais je suis fan du travail qui est fait sur le smartphone et des possibilités et de tout ce qu'ils ont fait en fait. Il n'y a pas eu de compromis du tout, ils se sont lâchés et ils se sont dit, allez, là on fait vraiment le smartphone purement gamer, ROG, avec toute l'identité possible et ça donne ça. Pour la surcouche, on est aussi sur quelque chose qui est assez gamer. Déjà, le thème de base est assez gamer. On a le logo derrière ROG Phone. En tout cas, ce qui est mis en avant en termes de thème, de fond d'écran, c'est ROG. Vous avez le thème aussi qui est ROG, donc un côté assez rouge, parce que le ROG donne un côté assez rouge. On peut le voir ici. D'ailleurs, je suis en mode X, qui est un mode où on a le côté overclocké. Et vous pouvez voir, là, d'un coup, ça s'est refermé, donc c'est un peu plus discret, même au niveau du thème. Dès qu'on va regarder, là on est au orange, hop, là je l'ai fait, et là on a la petite animation. C'est tout bête, mais il y a clairement tous les détails qui ont été mis en avant, encore une fois, là-dessus. Donc, ce qui fait que, qu'est-ce que l'on a en termes de surcouche? Parce que là j'ai commencé directement, mais c'est dans la continuité de la partie gaming. On est sur Zenui, Zenui qui est la surcouche, ou Zenui comme vous préférez, qui est la surcouche en fait d'Asus. Là je suis sur la version 8.1.0, ça devrait arriver avec 9.0 assez rapidement, je pense. On est sur, oui, c'est en cours puisqu'on est en mars 2019 en termes de correctifs. Asus est plutôt bon en termes de mise à jour de ce que je leur connais. Donc là, à mon avis, ils travaillent sur Android 9, donc ça met un petit peu plus de temps. Si on fait peut-être mise à jour, on va voir. Je sais que quand je l'ai reçu, j'avais une mise à jour à faire. Mais globalement, ils suivent assez bien leurs produits. Parfois, ils peuvent avoir un décalage. Mais globalement, ils sont bons de ce point de vue-là. C'est en général quand on arrive à la veille d'une nouvelle mise à jour, où les mises à jour s'arrêtent, et c'est à ce moment-là que ça arrive. Ce qui fait qu'après, il faudra voir comment ça va évoluer avec Android 9, parce qu'apparemment sur le Zenfone 6, on est sur du Android quasi pur. Ici, on est encore sur du bon Asus, même si le côté assez pur est quand même déjà bien présent. Ce qui est appréciable, parce que déjà, ils ont fait un énorme travail sur les versions Zenui récentes, par rapport à avant, où c'était blindé d'applications, on pouvait aller, il y avait une application qui était intégrée dans l'appareil, mais ceci, etc. C'est d'un redondant et c'était énorme. Alors qu'ici, ce qui est bien, c'est que ça reprend beaucoup dans l'idée de Google avec quelques applications et pas mal de petites applications. Donc ce qui fait qu'après, dans les paramètres, je ne vais pas tout montrer, mais vous avez la partie batterie avec PowerMaster, vous avez le pourcentage de batterie, vous avez quelque chose de précis qui reprend encore une fois les codes d'Android. Ici, vous pouvez voir que donc on peut cacher facilement la barre ici.
on peut avoir la possibilité, il faut que je retrouve où contrôle, non, c'était pas là. J'essaie juste de retrouver pour savoir comment changer. Ce serait où? Comme avancé, ça doit être peut-être avancé. Je vous avoue que j'ai plus trop le. C'est comme c'est là où c'est un peu compliqué en général justement, c'est de s'y retrouver. Hop ici, non, c'était avancé. Où est-ce que ce serait navigation? Ce serait où Non, mais non, à chaque fois je dois avancer. Ce n'est pas ça. Euh, Barre de navigation. Ah oui, dans affichage. Eux, ils l'ont mis dans affichage. Donc après, vous avez pas mal de choses. Vous voyez, vous avez le niveau de luminosité, etc. Écran intelligent activé, la vitesse de réseau, le always on qu'on peut afficher. Donc ça peut être, on peut même choisir le style. Donc ce qui fait que ça donne, par défaut, ça va donner ça. Voilà. Par défaut, je trouve ça sympathique. Pareil, ça va toujours dans le côté très gamer. C'est ultra assumé. La barre de navigation, ce que j'avais bien aimé, c'est que ils ont mis un système où en gros, ça reprend un petit peu celle de OnePlus, etc. C'est-à-dire qu'on va monter. Ce qui est bien, c'est qu'on voit bien la touche qu'on va faire. Donc on voit bien ça. Je trouve que c'est une bonne chose. Hop. Et alors en plus de ça, là on peut voir que sur le côté, on peut choisir de garder les. Voilà. Donc là, je suis en mode hop ici. C'est une petite touche sur le côté qui va permettre d'ancrer. Donc soit vous avez la barre de navigation, soit hop, vous l'enlevez et vous êtes en mode geste. Donc ce qui fait que ça peut être sympa. Je les trouve assez précis en plus de ça. Je les préfère un petit... Enfin, dire que je les préférais, je sais pas. Mais je trouve que c'est une bonne solution et je me demande pourquoi d'ailleurs Google n'a pas pris ça. Parce que c'est tout bête puisque au lieu d'avoir ce côté-là, bah... Voilà, c'est tout simple. Mais voilà ce que je voulais montrer un petit peu. Après, vous avez pas mal de choses. Vous avez la possibilité de choisir si vous voulez être en 60 ou 90 Hz, mais on y reviendra sur la partie écran. Vous avez le centre de contrôle, on va y passer un petit peu de temps, je pense que ça va être la principale chose. Après, ça va être surtout du Android pur avec quelques applications de chez Asus. Et en fait, vous avez le centre de jeu qui, lui, va permettre déjà d'avoir un côté très futuriste, hein, on peut le dire, avec justement le côté, on montre le CPU à combien il est, le GPU, le stockage. Donc là, on peut voir que j'ai bien la version à 512 Go en 8 Go de RAM. Donc génie du jeu qui lui va permettre de gérer en fait quand est-ce que la barre d'outils de jeu va apparaître, dans quel jeu. Les profils, on va pouvoir choisir les profils où justement on va pouvoir gérer selon par exemple Clash Royale. Est-ce que je le lance en mode X? Est-ce que ça va nettoyer la mémoire? Quelle va être la fréquence maximum du processeur? Est-ce qu'on met de l'anti-crénelage, donc c'est-à-dire éliminer un peu l'effet d'escalier? Est-ce qu'on peut forcer le taux de rafraîchissement sur certains jeux? Donc par exemple, être habituellement en 60 Hz pour économiser au maximum la batterie, et dans certains jeux être en 90 Hz pour avoir un maximum de fluidité, etc. etc. Donc ça c'est plutôt cool. On a AirTrigger, donc ce qui fait que AirTrigger en fait c'est... Hop, appuyer sur... Donc par exemple ici en fait c'est appuyer sur le bouton de droite. Voilà, pour en gros dans l'idée... Hop, parce que vous voyez, en fait, c'est le même système que le Pixel 3 ou les HTC. Donc là, hop. Vous voyez, quand je serre, en fait, là, je peux activer ou désactiver le mode X. Vous pouvez lancer des applications comme ça aussi. Après, je trouve qu'il faut mettre un petit peu de force. C'est parce que, personnellement, je suis pas particulièrement... J'apprécie pas particulièrement le système. Mais je trouve que ce système est joli dans l'idée, mais il demande trop de pression et, en fait, c'est pas assez transparent, entre guillemets. Donc après vous avez ça, vous avez la vitesse du ventilateur que je vais montrer très rapidement. Hop, ici, donc on le branche, il va détecter. Hop, donc déjà on peut voir qu'il va alimenter ici le petit logo. Et on va avoir la possibilité en fait de gérer le ventilateur même manuellement. Donc là par exemple il n'est pas en automatique, il est directement en élevé. Et on va l'entendre tourner. Donc c'est tout bête, mais ça permet d'avoir ce côté un peu contrôlé. L'éclairage qu'on a au dos que vous voyez depuis tout à l'heure, hop, je vais le retirer. Voilà. L'éclairage que l'on a en fait derrière, on va pouvoir le gérer, donc on peut synchroniser avec d'autres choses. Par exemple, si vous avez des lumières connectées, on pourra le synchroniser avec, donc ça c'est intéressant. Vous avez le paramètre avancé, donc le mode X, voilà. Donc s'il y a le mode X, est-ce que ça fait un cycle de couleurs, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est lent, etc. Vous avez écran allumé, donc voilà, on peut choisir à chaque fois les couleurs qui vont s'afficher selon l'atmosphère, etc.
l'éclairage du système, si par exemple vous allez avoir des notifications, la batterie qui est en charge, etc., etc. Donc je trouve ça assez sympathique et c'est assez complet. Vous avez bien sûr le côté assez classique du système JSON en général, où on a la gestion de la batterie, de mémoire, les données, les notifications, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et par exemple ici c'était une chose qui était venue par Asus, c'est qu'est-ce qu'on a comme notification, combien on en a quotidiennement. Donc ça c'est assez sympathique, ça permet réellement déjà d'avoir une petite idée de toutes les notifications qu'on peut avoir. Que dire de plus après? Bon, après, ça va être l'appareil photo, on en parlera, etc. Mais après, c'est assez léger en fait. C'est-à-dire que Asus aujourd'hui a mis surtout tout en fait dans les paramètres. Donc, on a même un système pour changer de thème si l'on veut. Euh, Après, ça va être plein de petites choses. Vous avez des fonctionnalités d'IA, donc la recherche par IA. Donc, il va décider, en fait, selon quand est-ce que vous allez charger le smartphone, par habitude, eh ben, il va charger le smartphone à 80% et les 20%, il va le faire juste avant que vous le levez. Et comme ça va permettre déjà de ne pas avoir de problème dans la nuit, si jamais il peut rien voir, on ne sait jamais. Mais c'est surtout que ça permet de ne pas trop faire chier la batterie, entre guillemets, à passer de 99 à 100% tout le temps. Est-ce que ça a un réel intérêt? Je ne sais pas exactement, je ne peux pas être précis là-dessus. Mais l'idée est là, ça peut limiter la casse. Sonria, ça va permettre, selon les besoins, en fait, selon le bruit ambiant, de faire sonner les notifications, etc., plus ou moins fort selon l'ambiance dans laquelle vous êtes. Bon, moi, je suis toujours en silencieux, donc c'est compliqué. Vous avez OptiFlex, ça veut dire quelques applications qui vont se lancer plus rapidement. En gros, elles sont déjà dans la RAM et elles vont être lancées en priorité. Vous avez ce genre de choses, les applications suggérées, bon voilà, AirTrigger, ça on l'a vu. Mais après voilà, c'est plein de petites choses dans les paramètres. Vous avez en plus de ça pour la partie audio, même le DTS qui va permettre de différentes choses, que ce soit pour le parleur, voilà. Bref, on voit ça juste après. Au niveau de l'écran, on est sur un écran en 1080p et 6 pouces, le tout en AMOLED. Et ce qui fait que on a surtout la particularité, et très grosse particularité, d'avoir le rafraîchissement en 60 Hz ou surtout 90 Hz. Donc ce qui fait que c'est réellement très intéressant parce que ça ajoute une réelle plus-value. Justement, rien que déjà comme ça, si je repasse ici, je ne sais pas si ça va bien se voir, hein, parce que là on est forcément que en 60, mais clairement, juste pour ça, hop ici, et si je le mets en 90 Hz, en fait, rien que ça, en fait, on le ressent que c'est moins fluide. Donc c'est tout bête, hein, mais clairement, en fait, les 90 Hz, ça va pas changer totalement votre expérience utilisateur, mais ça va avoir déjà un réel impact, parce que clairement, sur la fluidité, ça va jouer un impact. Je ne sais pas exactement quelle influence ça a, mais forcément, comme l'écran est rafraîchi donc 50% plus vite, forcément, toutes les images vont s'afficher, comment dire, euh, comme on est en 60 fps par certaines images peuvent ne pas s'afficher, etc. Ici, ça va combler les trous forcément, et ce fait qu'on va avoir une sensation meilleure de fluidité. La différence n'est pas aussi importante qu'entre du 30 et du 60 fps, mais c'est quelque chose qui va ajouter une plus-value, un petit plus qui n'est pas négligeable, surtout si vous êtes dans l'expérience où vous voulez une fluidité parfaite. Clairement, ici, ça va vraiment jouer. Et ça va se ressentir, on va vraiment avoir, c'est pas placebo, c'est un réel truc supplémentaire. Au-delà de ça, donc, l'écran est AMOLED. Alors, ce que je remarque, c'est que en termes d'affichage, en termes de finesse d'affichage, ça semble être un petit peu moins fin que ce que l'on voit ailleurs, comme si c'était les systèmes, vous savez, où il y a 2 sous-pixels et on a un côté un peu moins fin. C'est ce que je remarque, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Sinon, pour les couleurs, on a des couleurs qui sont assez vives hein, par défaut, puisque, si oui, je suis là. Alors, si je regarde, hop, ici, si je trouve, c'est tout en bas, la gamme de couleurs. Si on a la gamme étendue, en gros, il va y avoir clairement, euh, on va être sur du entre guillemets HDR, mais c'est surtout beaucoup trop dynamique. Vous avez le mode standard, mais mode standard, l'interface n'est clairement pas adaptée et on va voir un côté un petit peu plus, pour le coup, c'est quand même plus réaliste, hein, même si personnellement, je mettrais un petit peu plus. Alors la saturation, on peut la gérer. Et ça, c'est quelque chose que je trouve, ça a l'air tout bête comme ça, mais que je trouve sympathique puisqu'on peut gérer nous-mêmes la saturation de façon assez précise. Donc ce qui fait que si on trouve que justement c'est pas assez ou c'est trop, etc., on peut même choisir la teinte globale si vous trouvez que c'est un petit peu trop rouge, etc. Et vous pouvez choisir la température des couleurs si vous trouvez que c'est trop froid ou trop chaud. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve sympathique de ce point de vue-là. Vous avez aussi la lumière bleue qui peut s'activer de façon automatique. Donc là, par exemple, ici, ça nous le montre pour justement éviter d'être trop éveillé. Donc ça, après, ça peut être une chose sympathique. Ce qui fait que si, par exemple, je l'active, donc activer maintenant, donc
Après, là, de ce que je vois, c'est en fait le plus gros problème, et ça l'a toujours été. Alors, je sais pas si c'est l'impact derrière ou c'est visuellement, enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, le souci de la lumière bleue que j'ai toujours eu chez Asus, c'est que c'était trop léger. Ça, c'est une autre chose. En général, c'était trop léger, donc par rapport à d'autres smartphones, on peut vraiment aller loin. Et si c'est vraiment très très léger, c'est quand même efficace, hein. Il faut quand même le dire, c'est efficace. Mais visuellement, alors après, je sais pas comment il s'y joue peut-être avec les différents réglages pour limiter ce côté trop jaune, mais clairement, on a un jaune qui est pas si jaune que ça. Donc voilà, juste cette partie-là, vous pourrez beaucoup plus gérer sur la température. Voilà, c'est ce qui peut jouer. Alors après, c'est vraiment indépendant par contre. Donc juste ça en soi. Sinon en soi, l'écran il est bien, mais ce que j'ai vu sur les numériques, c'est surtout les rouges et les verts qui ressortent énormément. En mode standard, en tout cas, c'est plutôt bon. Donc je trouve que c'est bon. Même si l'interface s'y prête pas, parce que là, pour le coup, on a un côté un peu terne. Donc après, à vous de gérer la saturation comme vous le voulez, etc. Pour la qualité sonore, on va commencer directement avec du... Hop, on va mettre en aléatoire. Et là, on a du vrai haut-parleur. Là, on sent la puissance. Alors après, il ne faudra pas forcément aller à fond, parce que quand on va aller à fond, notamment sur les trois derniers crans, ça va surtout ajouter de la distorsion, dans le sens où ça va surtout ajouter des aigus et les basses vont pas réellement changer. Donc après, à vous de voir, mais faites attention. Ah non, c'est pas terrible. On va mettre quoi d'autre? Ça, c'est plutôt pas mal en général. Alors là, je dois peut-être... Non. Ce qu'on peut remarquer... Voilà, on a fait le petit tour, mais ce qu'on peut remarquer surtout... Alors, on n'a pas une réelle stéréo. En général, il n'y a que le pixel et encore... la plupart, en fait, des haut-parleurs à l'heure actuelle ne sont pas des réels stéréos. Le seul dernier que j'ai eu un réellement stéréo, c'était le Alcatel Idol 4S, qui date un petit peu, mais c'était un réel stéréo pour le coup. La plupart d'aujourd'hui ont un principal et un secondaire, entre guillemets, dans le sens où le principal, celui du bas, c'est celui qui a le plus de place, et le secondaire, lui, il a beaucoup moins de place parce que c'est là où il y a tous les composants, etc. Donc en général, le haut-parleur est plus petit. Ce qui fait qu'on a un haut-parleur principal avec notamment plus de basse, contre un haut-parleur secondaire qui va être plus orienté sur les médiums et les aigus. Ce qui est bien ici, c'est qu'on est sur quelque chose qui est plutôt équilibré. Donc, ce qui fait que ça se ressent bien. En tout cas, ils ont bien travaillé pour que justement ça ne soit pas trop, entre guillemets, dégueulasse. Et ce qui fait qu'on a un son de qualité, réellement. C'est l'un des meilleurs haut-parleurs que j'ai eu, je dirais bien à égalité avec le S10 Plus, tout simplement de chez Samsung. Un petit peu mieux, puisque là, on a les deux haut-parleurs en façade. Très clairement, on peut profiter vraiment bien du son. En plus de ça, comme on a une stéréo qui est quand même assez équilibrée dans l'ensemble, on va voir dans les jeux cette stéréo qui va être vraiment bien maîtrisée. Donc c'est vraiment agréable et c'est vraiment bien fait, ce qui fait que c'est assez cool. Mais ce n'est pas fini, puisqu'on a aussi ce côté, hop, on va aller chercher ici, je trouve l'assistant audio qui est de ce côté-là. Et on va pouvoir choisir en plus de ça, et ce que je trouve assez intéressant, donc, donc j'ai fait du son, c'est grâce à l'accident que j'écoute. Je suis dans l'année depuis tout. Vu de la planète, fais la taupe. Avenue en gros sur le. Donc là, vous venez de le voir, en fait, entre les différents égaliseurs qui sont mis par défaut
et donc celui que vous pouvez mettre en plus de ça vous-même, que vous pouvez faire soit faire de façon simple, soit de façon un petit peu plus complexe en 5 bandes par contre seulement. Mais ce que je trouve assez cool en fait, c'est que justement on est un haut-parleur qui réagisse assez bien. Alors par contre, il vaut mieux le laisser en normal, ce qui est en général le meilleur. Si vous voulez un peu plus de basse, mettez-le en rock. Mais clairement, ils sont vraiment très puissants, et ils sont vraiment bien. En plus de ça, au niveau de la partie audio, on est quand même aidé, déjà ce qui aide un petit peu le parleur, mais aussi pour la partie jack, par deux amplificateurs TFA 98XX que Asus a déjà l'habitude d'utiliser, mais aussi un TS 2560 qui est un amplificateur de 5,6 watts, donc qui va aider pour les haut-parleurs notamment, mais aussi pour la partie jack. Ce qui est bien, c'est que le jack est de bonne qualité en plus de ça. Clairement, c'est l'une des meilleures que j'ai eues à l'heure actuelle, avec notamment les Samsung, etc. Donc il est clairement dans le haut du panier, ce que j'apprécie énormément. Donc, ce qui fait que, par contre, ce que je retrouve en fait, notamment sur le jack, c'est qu'on a des bons détails, on a une excellente stéréo, mais on va avoir une signature un petit peu en V, c'est-à-dire que on va avoir des basses un peu plus relevées par défaut et avec des aiguilles un peu plus relevées. Après, vous pouvez jouer un petit peu avec l'égaliseur, qui est plutôt bon d'ailleurs, hein, qui fait quelque chose d'assez naturel, on peut travailler un petit peu dessus, mais ça va pas non plus être le meilleur du monde, mais il se débrouille vraiment bien. Asus fait attention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il garde la jack, même sur le Zenfone 6, mais en plus de ça, il la soigne, et clairement, par rapport même au Zenfone 5Z où déjà il y avait une amélioration, le Asus ROG Phone a clairement eu une qualité supplémentaire dans la gestion déjà d'avoir deux amplis, mais en plus d'avoir ça, ce qui permet en plus de ça d'avoir un jack de qualité. Donc ils n'ont pas du tout négligé ça, contrairement au Black Shark 2 où ils ont mis un adaptateur. Et c'est clairement quelque chose que j'apprécie personnellement, forcément. Hein, vous le voyez, hein. Mais j'ai apprécié écouter du son dessus, même si c'était pas le plus neutre de base en fait, hein, clairement, et on sent qu'il y a quelque chose un petit peu de relevé de chaque côté, mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal pour écouter quand vous avez un casque un peu gourmand ou quoi que ce soit, il va l'avaler sans problème, il va pouvoir le driver sans problème, donc ça c'est vraiment cool de ce point de vue-là, vous pouvez vous éclater avec ce Asus. Pour la partie photo, donc là on va avoir en termes de capteur donc un double capteur qui est donc up ici pour être très précis. On va avoir un IMX 362 pour justement donc avoir la même chose que le Zenfone 5Z. Hein, le 362 il est quand même assez récent, hein, c'est le même que le Pixel 2 par exemple. Et vous allez avoir un deuxième, donc c'est le OV, alors dire exactement lequel par contre je ne sais pas exactement, c'est doit être le OV 13880 pour la partie grand angle que vous avez ici, donc parce que c'est donc ça, donc du Omnivision par contre, hein, ce que je trouve entre guillemets un petit peu dommage, et on doit avoir le Omnivision OV 13850, ou non le OV 12A10 pour l'avant, donc qui lui va permettre plutôt d'avoir donc hop ici cette magnifique caméra de façade. Alors forcément ici, comme j'ai la lumière ici, on va faire ça comme ça parce que je crois pas que j'en ai pris. Et donc on a droit à une application qui est assez complète. Donc on va voir donc la gestion du HDR classique, on va avoir en fait plein de paramètres ici, la résolution que l'on veut choisir, le rodateur, le filigrane Asus ou non, la mise au point qui peut être en intelligence, etc. On a du 4K 60 fps, attention, stabilisé en plus de ça, alors ça doit être électronique mais c'est stabilisé quand même, et de qualité. Et voilà. Par contre, la chose qu'on ne peut pas désactiver, je le dis tout de suite, on ne peut pas désactiver l'IA. Alors c'est le cas sur le Zenfone 6, mais c'est pas le cas sur celui-là. Peut-être qu'avec la mise à jour sur Android 9, on y aura droit. On a le mode portrait qui est ici. Alors ce qui est bien, c'est que c'est un mode portrait qui, pour moi, doit s'appuyer aussi sur le grand angle pour pouvoir le gérer, en fait, faire le bokeh. Et ce qui fait que quand on voit des triples capteurs sur beaucoup de smartphones qui sont en fait des doubles capteurs avec un troisième capteur pour le côté bokeh, là où Asus a eu l'intelligence d'utiliser son deuxième capteur grand angle pour faire le détourage, c'est tout con, mais c'est efficace en fait. Ce qui est bien, c'est que donc en plus de ça, on a la base, hein, c'est eux qui ont mis la base d'avoir la gestion x2, etc. Enfin, est-ce que c'est... Non, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'avec Asus, on pouvait directement gérer ici les choix d'angle ici, et je trouve ça cool parce que c'était, je crois, pas aussi pratique sur d'autres smartphones, mais je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert de mon côté. Ce qu'il y a de bien en plus de ça, c'est que ça a été l'un des premiers où quand on faisait en mode, justement en mode professionnel, on pouvait choisir le capteur sur lequel on pouvait bosser, et on pouvait le forcer s'il fallait. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est intéressant. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas Asus, alors on va voir avec le prochain modèle, j'ai pas eu le Zenfone 6, mais je sais pas. Mais en tout cas, sur ce Asus, ils n'ont pas suivi la mode de mettre les 10 000 modes alignés comme ça, où on doit faire comme ça, et comme ça, et comme ça, pour arriver jusqu'au beau mode. Ici, on arrive là, on a la liste, on choisit direct,
bam. Et on peut, en plus de ça, ici, on peut le voir, en mettre un, en épingler un, pour pouvoir justement l'avoir toujours à disposition. Donc là, ici, à gauche. Donc on peut épingler le mode pro, par exemple. Et vous avez à droite les différents filtres qu'il peut y avoir. Donc c'est tout bête, mais je trouve vraiment que ce système où on a tous les modes qui sont affichés d'un coup ensemble, c'est tellement mieux que tous ces acteurs qui se disent on va faire comme Apple parce qu'on va faire comme Apple, et qui se retrouvent avec 10 milliards de modes, et quand tu vas aller d'un mode à l'autre, alors tu sais plus si c'est à gauche ou à droite, et il faut que tu défiles, jusqu'à arriver sur le bon mode, bien te mettre dessus, ça me saoule. Ici c'est ça que je trouve bien, et on a le mode vidéo qui s'affiche simplement comme ceci, et on peut le lancer. Et on peut prendre des petites photos. Voilà, donc c'est tout bête, mais en tout cas c'est du 60 fps qui en plus de ça, donc on peut le voir, et stabiliser, ça se voit un petit peu. Mais de toute façon, vous aurez une petite prise en 4K 60 fps. C'est vrai que d'ailleurs, je crois que sur le Zen 5Z, déjà, c'était le cas. Et c'était plutôt stable, donc c'était bien maîtrisé. Asus, là-dessus, maîtrise plutôt bien. Et même sur le Zenfone 6, ils ont fait plein de choses sympas, je trouve, sur la photo. J'ai hâte de le tester. Ça devrait être normalement aussi avec le Café du Geek. Et ce qui fait que maintenant, on va partir sur les photos. Alors, par contre, on est sur un smartphone gamer. Clairement, la photo, c'est déjà pas la chose... Enfin, la préoccupation principale d'un smartphone gamer, déjà, c'est pas forcément d'avoir justement les meilleures photos possibles. Ce qui est bien, c'est que déjà, on a quand même un capteur, un IMX362, ce que je trouve déjà bien pour un smartphone gamer, même si l'haut de gamme, parce que c'est clairement pas ce qu'on recherche normalement. Au niveau des photos, alors, le problème, c'est que l'IA est tout le temps active, donc savoir réellement ce que vaut le capteur sans IA, bah, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est une chose qui m'emmerde un petit peu. Donc ce qui fait qu'on va faire avec ce qu'on a. Et avec mes souvenirs que j'en ai du 5Z. Parce que le 5Z, il avait aussi un IMX362, il avait la même configuration. Globalement, c'était la même configuration. Et c'était pas mal. Alors, il était assez agressif. Le plus gros problème, c'est que dans la photo, il avait plutôt une bonne dynamique de souvenirs. Mais par contre, en termes de détails, il était clairement à la ramasse. Ça ne valait pas du tout ce que faisaient les autres. Alors peut-être que ça a évolué depuis, je ne sais pas. Mais ici, on est un peu dans le même problème. C'est-à-dire qu'il fait des bonnes photos avec un bon rendu. Le problème, c'est que parfois les couleurs, et notamment sur la photo... alors la photo que je la retrouve, la photo de la fleur, de la rose, je crois, de souvenir, alors que je me remets dessus. Voilà, le problème, c'est que... alors sur la photo de la fleur, le rendu est vraiment pas terrible, je trouve, parce que t'as un côté crabe, enfin t'as un côté, je tutoie des mecs qui me regardent sur YouTube. Il y a un côté un peu particulier en fait au niveau des feuilles qui sont éclairées par le soleil, qui ont un rendu extrêmement étrange, et je pense que c'est le mode IA aussi qui malheureusement ajoute des couleurs qui sont assez dégueu. Mais en plus de ça, la fleur n'est pas du tout respectée en termes de couleurs, on est quasiment sur du rose alors qu'elle est censée être rouge. Donc ce qui fait qu'elle est, enfin elle est même sur un espèce de violet, on va dire, un violet rose. Ce qui fait qu'elle est beaucoup plus boostée et c'est assez... Bah là pour le coup c'est moche, surtout que les reflets du soleil sont... ça fait très surnaturel, le rendu n'est vraiment pas bon. Le grand angle à peu près la même chose, on est sur à peu près le même rendu d'ailleurs quand même au niveau de la qualité des couleurs. Donc ça c'est plutôt une bonne chose je trouve. Mais voilà, c'est un peu trop chaud au niveau des couleurs à mon sens. Un poil trop chaud et surtout bah voilà, le mode IA casse tout et malheureusement on n'en profite pas vraiment. Même si on a plutôt une bonne dynamique, là quand même sur celle-ci, je trouve qu'elle manque de dynamique par rapport au S10 par exemple. C'est pas terrible sur ça. Sans IA par contre, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien, les détails sont corrects sans plus. On peut pas mettre de Google Caméra, on est que en mode limité pour la Google Caméra et ça c'est un petit peu dommage. De nuit, qu'est-ce que j'ai fait? De nuit, alors il y a le lissage n'est pas trop forcé, donc ça va. Par contre, en termes de détails, ça reste un petit peu limité, sachant qu'en plus de ça, Asus, alors peut-être sur le dernier, mais pas sur celui-là, n'a pas de mode nuit, mais ça se défend bien en tout cas, ça se défend tout à fait pour être correct. Ce qui fait que ce qui est bien quand même avec ce smartphone, il faut le reconnaître, c'est qu'on a un smartphone qui est en soi plutôt bien détaillé en termes de photos, c'est pas extraordinaire. Mais pour un smartphone gamer, ça se défend bien. Avec le côté grand angle, ça peut en servir à plus d'un. Ça peut être une chose sympathique pour certains. Mais par contre, vous attendez pas à quelque chose de fulgurant. Voilà, ça permettra quand même d'avoir un smartphone qui restera polyvalent, qui ne sera pas le meilleur là-dedans, mais qui sera une bonne chose. Ce qui est plus étonnant, c'est quand même d'avoir le 4K 60 fps. Donc si vous voulez filmer quelque chose en 60 fps, clairement, enfin en tout cas en 4K, clairement, c'est très très stable et je suis assez étonné. La stabilisation est vraiment excellente et on voit la stabilisation qui est assez propre. D'ailleurs, le lissage est fait de façon vraiment bien. Le lissage panoramique quand on bouge en fait d'un coup. Donc la stabilisation est vraiment très très bonne. Donc c'est vraiment agréable. C'est très très agréable.
Au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie de 4000 mAh. On a de la charge rapide, donc ça va recharger assez vite. On est bien évidemment dans l'ordre à peu près des 1h30 comme la plupart des smartphones. Et ce qui fait que c'est surtout la chose intéressante à parler, justement le fait qu'on soit en 90 Hz. On est sur un écran qui consomme. Forcément, on va avoir la même problématique que ceux qui ont vu les tests sur le OnePlus 7 Pro. C'est-à-dire que la consommation sera forcément accrue par rapport à un smartphone classique, et ça, ça va impacter sur l'autonomie. Donc, globalement, avec du 60 Hz, on peut arriver à je dirais du 6-8 heures écran allumé. C'est pas extraordinaire, peut-être 9 heures, allez, on va dire peut-être 9 heures. Je pense que le meilleur, je crois que c'était justement 60 FPS où j'avais fait à peu près 8h30 en Wi-Fi aussi. Mais globalement, ça va plus s'approcher des 6h30 en 90 Hz en 4G. Donc, clairement, ça consomme, hein. Ça se ressent 6h30, 7h. Allez, entre 6h30 et 7h30 en 4G en 90 Hz. Ça consomme beaucoup, donc ça se ressent. Donc après, voilà, on sacrifie un peu d'autonomie pour de la fluidité. Donc après, c'est à vous de voir par rapport à ça. Mais on a le côté gaming, donc forcément, ce n'est pas l'autonomie qui est non plus l'extrême priorité. On est dans la bonne moyenne globale, et pour du 4000 et du Snapdragon 845, on a vu mieux, c'est surtout ça. Après, à vous de voir, mais globalement, c'est pas très, entre guillemets, c'est normal qu'on ait une autonomie qui soit un peu moins bonne que le reste, puisque les 90 Hz consomment un peu plus. Au niveau des benchmarks, on est sur un Snapdragon 845 gravé en 10 nanomètres. Donc quelque chose que vous connaissez, octo-cœur, 4 cœurs grosse puissance, 4 cœurs à basse consommation. On est sur un score de 2513 points en simple cœur et 9131 points en multicœur, sachant que là c'était en mode X. Donc la version, en gros c'est le seul smartphone avec d'ailleurs un Snapdragon 845 qui est légèrement overclocké puisqu'il passe à 3 GHz au lieu de 2,8 au maximum sur la plupart des smartphones. Donc ça c'est voilà, la petite particularité. Concrètement ça va pas vraiment changer grand chose, en tout cas sur les benchmarks, et on va le voir juste après, et on change directement sur la partie CPU Throttle Test, qui permet de voir justement quelle va être la puissance, et surtout qu'est-ce qui va tenir en termes de puissance. Donc sachant que j'étais aussi en mode X pour tester, d'ailleurs vous l'avez dû le voir sur Twitter pour certains, j'ai testé je l'ai mis il y a quelques jours face à d'autres. Il se défend pas trop mal, notamment face au malheureusement piètre Black Shark 2 sur ce point. Donc ce qui fait qu'on a un max de 173 Go IPS, et il descend à 143, donc au bout d'environ une dizaine de minutes, il va se brider un petit peu, et il va perdre un peu en performance. Ça reste dans les 84%, donc c'est très correct. C'est pour un smartphone gaming, c'est un peu dommage parce que surtout on est en mode X, c'est censé se lâcher, mais après avec la chaleur, etc., on est sur quelque chose qui, par contre, forcément, va se limiter un petit peu, je pense. Donc, ce qui fait que c'est pas le meilleur score que j'ai vu. Et clairement, je l'ai vu avec notamment le Meizu 16e. Alors, je sais pas comment ils ont fait, mais le Meizu 16e, eux, ils tiennent, ils ont fait en sorte que le Snapdragon 845, sur un format beaucoup plus petit que ça, réussisse à rester par contre à 89% et pas 84%. Donc le tout avec un des meilleurs scores déjà de base, puisqu'il était à 180 et il se retrouve à 180, je sais plus combien. Le meilleur score c'était 180. Non, c'est la moyenne de 180 ici, alors qu'ici la moyenne est à 155, ce qui est énorme en soi et commençait un petit peu plus. Donc c'est beaucoup mieux optimisé chez Meizu, je sais pas forcément comment, alors que chez Asus, normalement ça devrait être plus. Bref, après ça reste des bons scores, mais c'est pas les scores gamer entre guillemets avec le maximum de performance tout le temps, pas sur la version CPU en tout cas. On va passer sur GFX Bench qui lui justement montre un petit peu plus de poil de la bête. Donc ce qui fait qu'on est en 1080p avec un Adreno 630, et donc on peut voir qu'au niveau ici de la batterie, où il nous affiche quand même 105%, je ne sais pas comment, mais donc on est à 100%, il perd donc 23% le temps du test, d'une demi-heure. Forcément on est là pour donner de la puissance et pas de l'autonomie. On commence à 3521, mode X oblige, donc au lieu d'être à 3300 comme la plupart des smartphones, ici on commence plus haut à 3500 forcément, et on descend à 3258, c'est en chute libre à ce moment-là. Le Black Shark 2 d'ailleurs c'était la même chose, c'est le cas pour la plupart des smartphones justement parce que ça chauffe beaucoup, et donc quand ça chauffe beaucoup il faut réduire. Donc après je ne suis pas allé plus loin, mais sur les 30 minutes donc on voit que ça continue à descendre. Néanmoins il reste à 3258, ce qui fait que ça reste plutôt pas mal en termes là-dessus, de ce point de vue là. Et en termes d'autonomie on est à 128 minutes, donc forcément c'est très peu, hein, c'est un petit peu plus de 2 heures. Pour comparer les performances, nous allons voir ici en comparaison. Donc nous sommes ici à 3263, soit aussi bien qu'un XZ1 compact, et c'est tout ce qu'il me propose. Un iPhone 8
Il y a eu d'autres choses, les gars, entre-temps. Alors, ah si, oui, l'iPhone 8, donc on est un peu moins bien que l'iPhone 8 parce qu'il est en 720p. Nous sommes, alors, par rapport à l'iPhone 8 Plus, en 1080p, on est carrément mieux, 3200. Nous avons droit ensuite le 5T qui est un petit peu vieux, il est de 835, alors ça date un petit peu quand même. L'iPhone X, on n'a pas d'iPhone XS là-dedans. Ok. J'aime bien les trucs qui sont bien à jour comme ça. Parce que là, il y en a la moitié qui manque, hein. Pas de. Bah, il est où le Mi 9 par exemple? Des Mi 6, d'accord. On a le Mi 6. Ouais, super. Donc, bon, après, 3200, de toute façon, c'est dans la moyenne en général de ce qu'on a. Mais c'est énorme parce qu'il n'y a aucun 845 qui est affiché. Pourquoi pas? Meizu, si je mets Meizu, on a que Meizu Pro 7. C'est marrant. Bref, mais ce qui fait qu'il a un excellent score en tout cas, et face au Black Shark 2, encore une fois, c'est quelque chose qui va arriver, mais il fait à peu près le même score. Bon, après, le Black Shark 2 n'est clairement pas la référence de ce point de vue-là, mais il y a une assez bonne gestion des performances pour rester très haut, en tout cas au-dessus des 3000, même après une demi-heure, et surtout en étant 10% plus élevé en termes de fréquence, sachant qu'il est gravé en 10 nanomètres, donc il a quand même ses limites. C'est une bonne chose, c'était plutôt des bons scores. Après, par contre, c'est bien plus lent. On va en parler un petit peu dans la partie jeu. On se retrouve donc sur Fortnite pour montrer un peu l'aspect jeu vidéo. Donc là, on est en épique et en 30 FPS, en mode X, avec la petite manette, comme vous pouvez voir. Manette que j'ai plutôt bien appréciée d'ailleurs, parce que je l'ai trouvée plutôt cool, en fait. Hop. Elle était vraiment pas mal, en fait. Vraiment, hop. Micro... oui. Ok. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, elle est vraiment cool. Donc déjà, ce qui est bien, c'est clairement, par exemple, pour comparer à celle du Motorola, du Motomode de Motorola, qui est assez plate en soi, celle-ci est clairement mieux. Alors on a aussi quelque chose de plus élevé, de moins transportable, entre guillemets, mais je la trouve clairement mieux. Alors, en plus de ça, on a les vibrations pour ceux que ça pourrait intéresser. Mais clairement, oui, la manette est bien. Hop. Hop, les performances sont bonnes, forcément. On est sur du Fortnite, donc ça plaira à beaucoup de gens. Ça va référencer un petit peu la vidéo, allez. Bref, non, c'est naze. On va voir un petit peu, on va essayer de trouver des gens, parce que ça, par contre, pour faire référencer un truc où personne, hop, ici, où il n'y a personne, ça va être compliqué. Donc on va voler un petit peu vers le terrain de jeu. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il va y avoir des gens près de nous? Ça va être la question. En tout cas, on peut voir que pour l'instant, le jeu est plutôt, hop, ici, tranquillou. Il est fluide, hein, on peut le voir. Alors forcément, après, vous avez la petite fluctuation due au fait que ce soit de la MOLED. Donc là, en plus de ça, on est dans un mode où il y a de la coopération. On va voir un petit peu, on va suivre le pote. En plus de ça, c'est du multiplateforme, donc il y a PC, etc. Donc là, on va voir un petit peu. Apparemment, ça se bat par là. On va avoir peut-être un petit peu d'action. Ce serait plutôt sympathique. Bon, en plus, il y a un petit coffre. Ok, j'ai tiré sur un mec dans le vide. J'ai essayé de tirer de partout autour, ce qui est sympathique. Il y avait beaucoup d'action. Oh. Bon, je l'ai touché. Bref, on avait un petit peu ce qui se passait. On peut voir que c'est plutôt fluide. Il n'y a pas de souci. Qu'avec la manette, on arrive quand même à viser. Alors, il y a une visée quand même auto, hein, faut pas déconner. Mais clairement, c'est pas trop mal. Il y a clairement plus de dégueu, entre guillemets. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais même pas. Allez, allez. Je ne sais pas construire, je ne sais pas construire. Je suis entouré.
Je suis totalement entouré. Bref, voilà un petit peu d'action. On peut maintenant passer à la suite, c'est-à-dire à la conclusion. Alors, que penser de ce smartphone gamer? Eh bien, clairement, il m'a convaincu. Après, chacun verra si pour lui il est intéressant ou non, mais clairement, je trouve que Asus est allé jusqu'au bout de l'idée. Clairement, que ce soit en termes d'accessoires, que ce soit sur la partie logicielle, que ce soit même la boîte en elle-même, le petit refroidisseur qui est donné aussi avec, c'est tout con, mais ça permet d'avoir une partie extérieure qui soit un petit peu plus fraîche en plein jeu, du double parleur, du 90 Hz, enfin, l'appareil, ils se sont lâchés. Ils se sont clairement lâchés, ils sont allés jusqu'au bout, ils ont fait les choses bien. Je trouve que réellement, Asus, sur des choses un peu particulières, des smartphones un peu particuliers, a toujours su réellement, même si je ne sais pas si ça se vend réellement, a su montrer qu'il savait faire des choses différentes et intéressantes. Ici, en smartphone gaming, on a quand même du choix. On a du Razer, on a du Black Shark, on a mon Pocophone, mais ça c'est encore un peu particulier pour moi. On en a plein. Mais le truc c'est que Asus a fait quelque chose d'un peu différent. Ils sont allés jusqu'au bout de l'idée, là où beaucoup de smartphones, ils voient un petit peu, mais gardent un peu le côté smartphone, donnent en accessoire surtout une manette, mais c'est à peu près tout. Ici, on sent clairement qu'ils ont voulu aller au bout, ils ont voulu créer toute une... Enfin, le fait d'avoir créé toute une armada d'accessoires autour et d'avoir beaucoup communiqué dessus via justement les différents médias et notamment youtubeurs avec ces valises remplies de gadgets, bah, on sent clairement ils se sont éclatés. Comme si c'était fait un kiff, on se dit, tiens, c'est l'avènement un petit peu des smartphones gamers avec Fortnite, etc. Si on s'en faisait un et qu'on y allait sans limite. C'est clairement le message qui est passé, en tout cas, pour moi c'est comme ça que je l'interprète, et c'est très agréable, clairement. Ça va diviser, hein, clairement, la partie gaming, c'est clairement un marché de niche, il n'y a pas beaucoup de concurrents non plus, mais les concurrents sont sérieux, surtout en termes de rapport qualité-prix. Eux, ils se sont lâchés sur le prix, ils se sont lâchés sur tout. Ils ont fait un smartphone qui est bon à peu près partout. Là où il est un peu plus limité, c'est sur l'autonomie, forcément lié à l'écran 90 Hz, et sur la photo, qui est forcément jamais le point le plus important sur un smartphone dit gamer. Il n'est pas totalement négligé, mais certains concurrents se feront mieux, notamment apparemment le Black Shark 2 qui est fait mieux, mais j'ai pas encore assez potassé le smartphone pour clairement donner une idée, mais je trouve qu'il se défend plutôt bien pour un smartphone gamer, c'est tout à fait correct. Et en plus de ça, il est plus bon surtout en vidéo, il fait de la 4K 60 fps, bien stabilisé en plus de ça. Il n'y a pas vraiment grand chose de plus à lui reprocher en fait, parce que tout le reste est vraiment bien. Le design, c'est vraiment quelque chose de subjectif, mais il reste quand même encombrant. C'est encombrant et lourd, mais ça, c'est le côté un peu, je pense, gaming aussi, et bah, forcément à 900 euros. Je pense que les petites concessions qui ont été faites surtout sur le design, notamment bah, pour le refroidissement d'un côté, le fait qu'il y ait un jack, parce que je sais même pas, le fait qu'il y ait le jack, on va dire, le fait qu'il y ait la double sortie sur le côté USB-C pour pouvoir mettre enfin, le ventilateur ou d'autres choses, mais tout ça est cohérent, tout ça est logique. Enfin, moi, ce qui m'éclate surtout, en fait, ce que j'apprécie surtout, c'est ce côté où le design, ils se sont lâchés. C'est clairement là-dessus où déjà ça se voit réellement, c'est qu'ils se sont lâchés, ils se sont dit, on va y aller, on s'en fout, et puis voilà. Et ça rend bien, ça rend vraiment bien. J'apprécie réellement ce smartphone pour son côté gamer assumé jusqu'au bout à 100%. Et c'est là où je trouve qu'il est différent des autres. C'est que ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont pas fait, on va faire du gaming pas cher. Ils ont fait, on va faire un gaming premium, un gaming pur et dur, du gaming sans compromis. Et clairement, c'est sans compromis. Il n'y a absolument aucun compromis. Et ce qui est génial, c'est que même en termes de performance, on a droit même à un Snapdragon 845 qui est légèrement overclocké à 3 GHz. C'est même, on a 10%. Donc en gros, on a 0,2 GHz en plus, 10% pour la partie graphique. Ça a l'air tout con, mais c'est le petit plus aussi, et c'est ce qui est censé être le gamer, c'est de la démesure, c'est d'avoir plus qu'un smartphone classique, et là c'est réussi. C'est un pari qui pour moi est réussi. Alors certes, à 900 euros, on a quand même du 512 Go, et ça peut être très bien par exemple pour ceux qui font beaucoup de gaming, voire de l'émulation. C'est tout con à dire, mais de l'émulation avec une bonne manette en plus comme on a ici, parce que clairement elle est bien faite. Même sur Fortnite, sur la prise en main, j'avais galéré un petit peu, mais c'est parce que c'était les premières parties, j'avais testé vraiment vite fait, hein. J'ai beaucoup trop de choses en ce moment à faire et pas assez de temps pour jouer. Surtout sur smartphone, c'est pas ma partie préférée, c'est juste plus par curiosité entre guillemets. Mais ce qui fait que la manette est bien, ça se sent tout de suite, je suis un gamer plus PC. Et la transition pour moi doit être assez rapide sur smartphone. Et
la Epega que j'avais avant, qui malheureusement est cassée, qui me permettait d'avoir justement une bonne préhension, un côté vraiment manette. Je la retrouve, alors c'est pas parfait non plus, hein, mais clairement l'ergonomie est vraiment bonne. Les touches sont bien placées, clairement en fait tout a été bien étudié. C'est pas une vraie manette parce qu'elle reste plus compacte quand même que ça, mais ce qui est bien c'est qu'ils ont réussi à garder quand même un certain côté compact tout en gardant la très bonne ergonomie d'une manette. Et c'est ça qui est bien, on a une bonne sensation sur les gâchettes, on a facilement accès aux pads qui sont assez précis en plus de ça. Sur la partie d'ailleurs jeux vidéo juste avant, le fait de reprendre là et de faire une petite partie, j'arrivais un petit peu mieux à mieux viser. Après bon, c'est un peu particulier entre les tirs automatiques etc. Fortnite c'est un peu particulier. Bref. Mais ce qui fait que je le trouve vraiment réussi de ce point de vue-là. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est un pur smartphone gamer pour les gens qui sont purement gamers et qui veulent aussi se lâcher et se disent bah tiens je vais me faire un kiff, je vais prendre un smartphone purement gamer. Si vous en foutez justement de ne pas avoir un smartphone gaming enfin, de ce que peuvent penser les gens dans la rue avec un tel smartphone, eh ben allez-y, lancez-vous. Mais c'est clairement un kiff, hein, c'est clairement ça. C'est une cible purement gamer qui veulent se lâcher, qui veulent avoir en plus de ça un smartphone qui soit quand même original. Mais voilà, ils ont rien négligé. C'est c'est assez impressionnant à dire, mais ils ont fait les choses bien en fait. Ils les ont fait jusqu'au bout, et même les accessoires sont très intéressants. Comme j'ai dit, j'ai juste sur le WiGig Display Dock qui est un peu particulier. Alors peut-être qu'avec des mises à jour, ça va permettre d'améliorer la transmission, mais même dans l'idée de pouvoir faire mieux que, par exemple, faire comme la Nintendo Switch où là on doit le poser. Ici, ce qui est bien, c'est que bah, si vous avez la manette, vous avez le smartphone, vous faites la connexion avec le Display Dock, qui est en plus une connexion Wi-Fi, c'est pas rien en soi, hein. Une gestion Wi-Fi du truc, il faut quand même assurer le flux. Ben, c'est le petit truc en plus, on n'a pas besoin de le connecter, on est sur la télé en streamant. Et en plus de ça, la latence est quand même par contre quasi inexistante, hein. C'est ça qui est vraiment bien. C'est juste le son qui a un peu plus de mal à suivre. Alors à mon avis, c'est peut-être plus des petits bugs ou peut-être des interférences, je sais pas. Peut-être chez moi, c'est possible. Mais dans l'idée, c'est génial. Je trouve ça génial de... Hop, tu t'as même pas besoin de poser ou quoi que ce soit. Tu actives la partie Wi-Fi spécifique pour le WiGig et hop, c'est parti. Rien de plus simple. C'est pour le coup, une fois que c'est connecté, il n'y a rien de plus simple. C'est balancé sur la TV, on peut regarder un film, on peut regarder tout ça, on peut jouer, on peut... Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve qu'il y a de l'idée. Et encore une fois, on a l'impression que ça a été l'expérimentation la plus totale, mais qu'ils ont eu assez de liberté pour gérer leurs accessoires jusqu'au bout et avoir quelque chose d'abouti. C'est-à-dire que c'est pas juste un truc fun avec plein d'accessoires, mais qui sont à moitié finis. Et encore une fois, je reprends l'exemple de Motorola avec sa manette. Sa manette qui, certes, il y avait une bonne base, mais l'ergonomie était totalement à chier et qu'elle était quasi inutilisable. Là, c'est utilisable dans tous les cas et ça va quasiment jusqu'au bout. Il peut y avoir des bugs parce que c'est quand même le premier, surtout avec autant d'accessoires, hein, il faut les gérer quand même. Et un prix qui reste, une fois avec tous les accessoires, ça fait un peu démesuré. Le smartphone lui-même, bon, il a un 845 à 900 euros, ça pique un peu quand on voit la concurrence. Mais en fait, il y a tellement de choses autour que je comprends le prix personnellement. Je le comprends et c'est clairement un kiff, encore une fois. C'est un kiff des développeurs, c'est un kiff pour les joueurs, c'est un kiff pour tout le monde. Bref, j'espère que vous aurez apprécié ce test. Je remercie encore une fois le Café du Geek. Si vous êtes intéressé par l'achat du smartphone, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez aider le Café du Geek, etc., vous avez aussi la page dans la description. Et voilà, vous avez déjà l'ensemble des choses. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à commenter, liker, etc. comme d'habitude pour me permettre de grandir tout simplement. Merci à vous les tipeurs, merci à vous les utipeurs, hein, si vous voulez regarder les pubs, hein, si vous ne voulez pas payer, vous l'avez sur Tipeee et Utip pour me supporter, alors déjà que vous me supportez en vidéo, mais pour me supporter financièrement. Et voilà, j'ai un petit peu tout dit. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour plein d'autres tests, parce que j'en ai plein en ce moment. Et sur ce, j'espère que vous dormez bien maintenant que vous avez regardé la fin de ce test.